Bienvenue dans Génération Bretagne. Merci pour votre fidélité. Ce mois-ci au programme, la Bretagne qui parie sur l'avenir, la Bretagne du high-tech, la Bretagne des startups. Avec cette question, notre région peut-elle devenir une future Silicon Valley? Voici tout de suite le sommaire de l'émission. Nous recevons Pierre Jacobs, le directeur d'Orange West. L'entreprise est aujourd'hui l'un des principaux acteurs du développement numérique régional. Nous irons dans le Morbihan pour voir comment, loin des villes, des territoires ruraux favorisent les innovations technologiques. C'est le pari du grenier numérique créé il y a 3 ans à la GACI pour accueillir des startups prometteuses. Nous évoquerons un secteur où la Bretagne est devenue une référence grâce à ses formations et ses centres de recherche, la cybersécurité. Nous le verrons, un véritable enjeu pour l'économie de demain. Nous irons aussi à la rencontre des makers. Ces géotrouve-tout, à la fois bricoleurs et ingénieurs, ils sont de plus en plus nombreux à faire partager leurs découvertes pour améliorer notre quotidien, quand la technologie se met au service de l'homme. Enfin, une séquence nostalgie avec un retour sur l'aventure du Minitel. C'est en Bretagne, dans les années 80, qu'a été testé et développé l'ancêtre d'Internet. Merci Pierre Jacobs d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Je rappelle donc que vous êtes le directeur d'Orange West. Votre entreprise est aujourd'hui un acteur incontournable du high-tech, dans la région notamment. Vous avez une vue imprenable sur l'évolution de ce secteur, sur l'évolution du numérique. La réponse toute simple de notre émission, la Bretagne peut-elle devenir une future Silicon Valley? Votre réponse, à brûle pour point? Ah bah oui, je le pense, oui, très clairement. Ouais. Hein. Je pense qu'elle a beaucoup de qualités pour le devenir en tout cas. Déjà, le premier point qui est important, c'est qu'elle a une histoire, cette région Bretagne. Elle a une histoire dans le monde des télécoms, de la télévision, de l'image, et ça depuis longtemps. Ça, c'est un vrai atout parce que ça a permis d'avoir un vrai terreau, un vrai réseau d'entreprises sur ces secteurs-là. Elle a aussi la chance, je pense, d'avoir beaucoup d'écoles, de toutes sortes d'ailleurs, d'ingénieurs, de commerce, de formation qui amènent la créativité, les idées et qui créent aussi l'envie d'entreprendre. Et ça, c'est tout à fait spécifique aussi à cette région. On va regarder des chiffres là justement. Ouais. Un secteur qui concentre aujourd'hui le high-tech et le numérique, un secteur qui concentre 33% des emplois, près de 40 000 salariés, 2700 entreprises réparties sur 3 grandes spécialités, l'ingénierie, le conseil, la production de composants et les télécommunications, votre secteur. On va le voir aussi des départements qui ont trouvé un peu leur spécificité. L'Ille-et-Vilaine, c'est plutôt les services. Le Trégor-Gouello, plutôt les télécommunications, l'image et le réseau. Et puis le Finistère, c'est plutôt l'industrie et la mer. Il y a une grande porosité entre le monde de la recherche et le monde de l'entreprise aujourd'hui en Bretagne? Très clairement. Je le disais, il y a déjà une porosité forte entre le monde de l'université et le monde de l'entreprise. Parce qu'on va chercher à trouver les compétences de demain aussi dans les universités. Et donc, ce monde de la recherche et de l'université, on va chercher, on les accompagne dès le plus jeune âge. On commence même à accompagner des collégiens et des lycéens pour les intéresser, puis les amener à suivre des formations sur des métiers qui nous intéressent demain. Donc il existe ce rapport est ténu en fait entre les entreprises de la high-tech dont nous faisons partie et puis le monde universitaire et le monde de la recherche. Et la proximité physique qui existe par rapport à d'autres régions, c'est qu'on a des pôles d'excellence un peu partout dans la... Aussi. Et de compétitivité, hein. On peut penser à l'IRT Bicom, mais il y en a d'autres dans la région, des pôles de compétitivité à Brest, à Lannion, on a cité le Trégor, à Rennes, qui font que des acteurs différents, qui ont parfois aussi une histoire différente, des grandes entreprises comme Orange, qui ont une longue histoire dans la région, des jeunes start-up, le monde de la recherche et de l'université, et aussi, je n'oublie pas, la condition pour moi sine qua non, c'est l'ambition aussi politique des collectivités locales pour ce territoire-là. Et je pense que le monde des collectivités locales et l'État font qu'ils permettent à un certain nombre d'acteurs de se retrouver, et c'est cet dynamisme, cette croyance à cette fabrique de la Silicon Valley qui fait que tous les acteurs travaillent bien ensemble. Alors, ce qui fait que la Bretagne est la 3e région de France quant au nombre de brevets déposés, c'est assez intéressant. Justement, Orange. Comment elle voit Orange à Paris là? Comment l'entreprise voit la Bretagne? C'est une région stratège? Alors c'est déjà une région. J'ai pour habitude de dire que je pense très clairement que la Bretagne fait partie du patrimoine d'Orange, de l'entreprise Orange et de son histoire, et que Orange fait aussi un peu partie du patrimoine de la Bretagne. On est déjà la première entreprise privée de Bretagne. Nous avons On va voir quelques chiffres, là, plus de 8500 salariés en Bretagne, sur tous nos métiers. On a près de 300 métiers représentés, quasiment la totalité des métiers du groupe Orange dans le monde sont représentés et actifs en Bretagne.
Et on a, puisqu'on parlait de recherche et développement, on a aussi les sites vraiment maîtres pour le groupe Orange dans la région, avec 2 gros pôles, un à Rennes avec près de 1000 chercheurs, et puis près de 1500 aussi chercheurs à Lannion. Ces 2 pôles-là sont, après celui de Paris, les 2e et 3e pôles pour le groupe Orange. Donc oui, pour Orange, la Bretagne, c'est une région particulière, et durablement, j'allais dire, depuis 60 ans, et pour les prochaines décennies, c'est certain. Pour terminer le portrait un peu imagé de la Bretagne, 27 startups créées en 2016 entre Rennes et Saint-Malo, 27 000 emplois en Ille-et-Vilaine, 16 000 dans le Finistère, grâce au label French Tech. Aujourd'hui, c'est un vrai passeport pour la Bretagne, ce label-là. C'est sûr, Ouais. mais je l'ai dit, ça contribue à faire rencontrer des acteurs qui n'auraient peut-être pas eu l'idée de travailler ensemble sur un projet. Je le dis, nous-mêmes, j'ai peut-être oublié ce qui fait aussi la première condition du dynamisme, c'est des réseaux très haut débit et permettre à des gens, quel que soit le lieu où ils souhaitent travailler, de travailler dans de très bonnes conditions en Bretagne. Mais j'allais dire, on était souvent perçus par les startups comme étant un opérateur de réseau. Des French Tech. On va en parler, vous êtes un incubateur, on va en parler. On est aussi un incubateur, permettent de se rencontrer et de voir que Orange est bien autre chose qu'un opérateur de réseau, pas seulement en tout cas, et nous de mieux connaître aussi et de mieux comprendre l'écosystème de start-up, parce qu'il y a des profils d'entrepreneurs que nous n'avons pas forcément, nous, dans notre entreprise, parmi nos salariés. Transition toute faite pour aborder le premier reportage de cette émission. On va regarder justement une carte, là, c'est la photographie de l'implantation des start-up en Bretagne. On va le voir, elle se concentre encore autour des grandes villes bretonnes. Au dépend de l'intérieur de la Bretagne, on pourrait parler d'une nouvelle illustration de la fracture territoriale, on va l'évoquer. C'est en train de changer, grâce notamment à 2 grands noms de l'économie bretonne. Christian Guillemot, cofondateur du géant du jeu vidéo, Ubisoft, et un des héritiers du groupe Yves Rocher. Tous 2 sont à l'œuvre, justement, pour faire émerger une véritable petite Silicon Valley au cœur du Morbihan, loin des grandes villes, je l'ai dit, et loin des centres de recherche. Regardez. Un décor champêtre, un paysage de carte postale. Qui peut bien croire qu'ici, dans ce triangle entre la Gacilly, Malétroit et Guerre, au cœur du Morbihan, se niche une Silicon Valley. Si je vous dis Silicon Valley, ça vous parle? C'est quoi? Informatique, Californie, choses comme ça, Silicon Valley, là où on crée des startups et tout ça, ça vous parle un peu la Silicon Valley? Non. Non. En fait, Ça me dit rien. Vous êtes Non. sur une Silicon Valley bretonne. Ah oui? D'accord. Ouais. C'est vrai, dans ce coin de Bretagne, on vient plus souvent pour les photos, sans savoir que derrière ce lion, exposé à la Gacilly, se cache un grenier numérique, en écho à Yves Rocher, qui a élaboré sa première pommade dans un grenier. Très bien. Oui, très bien, très bien. Je suis rendu à 130 000 téléchargements depuis il y a 2 semaines maintenant, donc très content depuis le début. Le grenier accompagne des jeunes entreprises innovantes et numériques qui souhaitent se développer. Une quinzaine d'entrepreneurs sélectionnés sur dossier ont élu domicile, ici comme le Mulot, une plateforme de commande énergétique en ligne en pleine croissance. Le grenier, sorte d'incubateur qui aide à grandir. Je trouve qu'il y a une idée de protection qui est de dire que une innovation n'est pas forcément connue, partagée facilement tout de suite. Il faut laisser l'idée grandir, quelquefois se repositionner. Elle n'est pas tout à fait forcément au bon endroit. Et ça mérite un peu de temps, un peu de protection pour pouvoir grandir et pouvoir exister sur le marché un jour. Alors pour faire passer ces entreprises du start au up, les loyers sont gratuits, souvent pris en charge par les communautés de communes. Mais le secret de la potion magique, c'est bien sûr l'accès à la fibre et à un mentor. Ici, c'est le pionnier mondial des cosmétiques, Yves Rocher. Avec des cadres de sa société et des chefs d'entreprise locaux, il forme le comité de suivi. C'est vraiment le dispositif central du grenier numérique. Et pour le chef d'entreprise, alors d'une part, c'est une action bénévole, donc c'est un engagement pour son territoire, donc il le fait pour développer la région dans laquelle il vit. Et la deuxième raison, c'est qu'il en retire lui-même un bénéfice parce qu'il se crée un réseau, parce qu'il écoute aussi ce qui se dit et ça peut lui servir lui aussi pour sa vie professionnelle. Sur les 15 projets démarrés à la Gacilly, seul un a jeté l'éponge. Mais rendons à César ce qui est à César. Si ce territoire s'agite aujourd'hui vers le numérique, c'est grâce à cet homme, aujourd'hui à la tête d'Ubisoft, un des leaders mondiaux du jeu vidéo. Et si pour Ubisoft, tout a commencé dans le Morbihan, c'est à Malétroit qu'il a décidé d'implanter la première nurserie numérique il y a 3 ans. Il est important que nous fassions partie de la Silicon Valley mondiale
Donc qu'elle soit bretonne, très bien. Ce serait vraiment dommage que la Bretagne ne suive pas. Et très clairement, ce que nous voyons aujourd'hui, c'est que la Bretagne suit très très bien. La preuve par l'exemple. Bastien Marc vient de créer une start-up avec son frère. Il présente pour la première fois son projet au patron d'Ubisoft. Voilà, donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on transforme l'image de base 2D à laquelle on ajoute des informations de profondeur et jaillissement pour produire de la 3D et des images. Là, ça tient du génie, puisqu'il s'agit d'une équipe de peu de développeurs. Vous avez sur notre territoire une société qui s'appelle la Tour Azur, qui a réussi à faire de la 3D sans lunettes, alors que les plus grands opérateurs de technologie de ce monde, donc effectivement Samsung, pour l'instant, ne savent pas afficher de la 3D sans lunettes. Donc le talent vient de tous les territoires. C'est la preuve par l'exemple. C'est la preuve par l'exemple. L'incubateur, un mélange de compétences simples et efficaces. Mais la route est encore longue avant de pouvoir exploser, car il va falloir investir de nombreux domaines avant de se lancer. Les besoins sont nombreux, ils sont juridiques, ils sont sociaux, ils sont parfois juste de discuter, ils sont évidemment financiers, ils sont marketing, ils sont communication. Et sur tous ces sujets, les mentors essayent de dire, voilà, moi j'ai quelque chose à vous apporter, soit de mon expérience, soit de mon métier, et on essaye d'apporter cette expertise ensemble. Et si vous parlez du risque de piratage, comme par exemple pour cette entreprise qui développe la 3D, on peut avoir toujours peur de se faire doubler par des très grands groupes. Et on s'aperçoit globalement que plus l'organisation est petite, plus elle est agile et plus elle permet de garder une vitesse importante. Et dans la technologie, en fait, on peut essayer de se garantir avec des brevets, avec beaucoup de choses. Ce qui est très important, c'est de maintenir une bonne vitesse. Si certaines de ces startups connaîtront une ascension fulgurante, la plupart deviendront des TPE ou des PME. Le pari, qu'elles créent de l'emploi sur cette province gauloise, est aussi une tentative de rééquilibrage des territoires à un moment où tout semble se jouer dans les métropoles. Alors Pierre Jacobs, à quand un grenier numérique parrainé, créé par Orange en pleine zone rurale ? Alors déjà, je tiens à saluer cette initiative et auquel, je le dirais, on est associé, même si ce n'est pas nous qui avons lancé le mouvement. Mais c'est bien représentatif de ce que j'évoquais il y a quelques minutes. On voit bien qu'il y a à la fois un mélange d'un investissement de deux entrepreneurs, pour le grenier comme pour la nurserie numérique, de deux entrepreneurs qui ont envie que dans leur région et à la campagne, ça fonctionne, des collectivités locales aussi, qui mettent à disposition des locaux, et puis il faut aussi des partenaires privés, des entreprises comme Orange, qui accompagnent, qui conseillent, qui permettent l'incubation d'un certain nombre de startups. Alors justement, vous avez créé des centres de recherche à Rennes, à Lannion notamment. Est-ce qu'on pourrait imaginer, je prends un exemple, vous installer à Loudéac, à Carhaix, au cœur de la Bretagne. Aujourd'hui, avec la fibre optique, le télétravail, on peut faire venir des ingénieurs, des cadres, non ? Je pense qu'il faut pas qu'avoir une vision propriétaire en fait de la création de sites de ce type. Donc des Orange Labs, des centres de recherche, on ne peut pas en créer des centaines en France. En revanche, on a une vision partenariale et on a un rôle tout particulier à jouer dans la proximité justement avec ces startups en pleine création et émergence. Il y a une condition pour le faire, mais qui est presque aujourd'hui, j'allais dire, une forme d'ubiquité moderne, c'est que les réseaux à très haut débit permettent d'offrir votre cœur de métier, vous êtes opérateur, les mêmes services, déploiement de la fibre, les mêmes accès à la campagne qu'à la ville. Alors je tiens à le dire aussi dans le cadre d'un partenariat, parce que typiquement, je connais bien la Gacilly, puisque j'ai eu l'occasion d'aller rencontrer le premier client de la fibre, qui est d'ailleurs un des organisateurs du festival de photos, qui en avait bien besoin aussi pour communiquer avec le reste du monde. C'est à l'initiative de la région, du réseau d'initiatives publiques, qu'Orange est partenaire et a pu aujourd'hui ouvrir la fibre et proposer la fibre aux habitants et aux entreprises de la Gacilly. C'est ça une des conditions. Mais votre objectif notamment pour les territoires ruraux, couverture très haut débit, fibre, pour quand ? L'objectif d'Orange retenez près de la moitié du territoire, c'est sur ses seuls fonds propres d'avoir couvert à peu près la moitié de la Bretagne à l'horizon de 2022. Et le reste du territoire a commencé à être fibré.
l'exemple de la Gacilly, en partenariat avec la collectivité locale bretonne et Mégalis. Et à l'horizon de la fin de la décennie 2020, l'ensemble du territoire breton sera couvert en haut et très haut débit. Et ça permettra de travailler à la campagne comme à la ville. Et ce type d'initiative, qui avait un terreau fertile à la Gacilly, puisqu'il y a un passé industriel, il y a des structures d'Yves Rocher, il y a, j'allais dire, une regardez affection... le dessin de Loïc Schwartz qui nous le propose là pour ce mois-ci. Regardez, on essaye de faire germer de bonnes idées. J'ai apporté du fumier, ça peut vous servir, ça peut vous aider. Il y a une forme de fumier numérique à apporter, c'est du réseau, et puis c'est aussi du conseil et de l'accompagnement de la part d'Orange. Orange a des grands programmes au niveau du groupe où ils peuvent par exemple accompagner financièrement des entreprises et des startups avec son Orange Fab Labs. Alors justement, on va parler de ce rôle-là. Vous êtes un incubateur. Bien sûr, aussi un incubateur. Mais on ne se contente pas de cela et on veut aussi être partenaire de toutes ces initiatives locales. À la Gacilly, juste, permettez-moi, il y a une start-up que j'ai envie de citer qui s'appelle Dynamo Neocom, qui est partie de la nurserie, a été incubée dans la nurserie, accompagné par Orange, qui travaille dans les réseaux sociaux, qui a aussi permis de travailler au service des réseaux sociaux des entreprises qui étaient au sein du grenier numérique. Donc on voit le lien aussi entre les deux, que nous avons accompagné, avec lesquels nous faisons aussi des cours de parents. Et c'est aussi notre rôle d'accompagner des startups et pas seulement de financer des initiatives. Alors, mais justement, pourquoi vous accompagnez les startups? Ce sont peut-être vos concurrents de demain. Vous ne prenez pas un risque là, non? Je ne pense pas. Je pense que la place pour innover, créer, inventer de nouveaux services, c'est la place des jeunes créateurs, des jeunes inventeurs d'une nouvelle génération. Nous, Orange, on sera là pour accompagner des grands mouvements massifs, pour accompagner des initiatives autour de l'intelligence artificielle, du big data, de la sécurité des réseaux. Mais ça ne sont absolument pas des concurrents. Et je vais dire, c'est avec une grande fierté qu'on accompagne ces entreprises qui ont besoin d'un peu d'aide pour se lancer au départ. Alors justement, un mot justement sur le financement. On va regarder ce petit graphique. On voit que la Bretagne est assez bien placée pour le financement des startups. Troisième position derrière Île-de-France et Rhône-Alpes en termes d'investissement. Il n'empêche aujourd'hui, est-ce que l'écosystème financier est favorable à l'émergence des startups? On dit aujourd'hui que les banques sont très frileuses. Est-ce qu'on investit assez aujourd'hui dans les startups? Alors je pense, et on a vu dernièrement des startups de la région assez connues comme Klaxoon qui ont fait des levées de fonds importantes. Donc je pense qu'on commence à avoir des structures qui sont accompagnées par les banques. Je le dis, je pense que quand une structure comme le grenier numérique ou la nurserie, accompagnée par de grands entrepreneurs, par des collectivités locales, quand Orange accompagne et travaille en lien avec la start-up... Vous ne pouvez pas tout financer. Non, mais ça permet. C'est aussi une exigence de sérieux pour ces entreprises-là, et ça leur permet souvent de trouver, si l'idée est bonne bien sûr, et que le business model se tient, ça leur permet de trouver aussi des financements auprès des banques. Et puis je rappelle aussi qu'il y a des banques qui ont aussi un ancrage comme nous très local, même si parfois des groupes nationaux ou internationaux, et il y a aussi, je trouve, une mobilisation de ces entreprises et de ces banques locales et de leur représentation pour accompagner tous les écosystèmes locaux. Donc je pense qu'on peut trouver et on doit trouver les moyens d'accompagner, y compris financièrement, ces entreprises. Allez, on poursuit notre voyage dans la Bretagne qui innove. On va cette fois-ci parler des makers. Traduit en français, le concepteur, le fabricant. C'est une nouvelle génération de géotrouve-tout à mi-chemin entre le bricoleur et l'ingénieur. Ils misent surtout sur le travail collaboratif pour inventer et faciliter notre quotidien. Leur but, donner du sens aux innovations. Chez nous, de Rennes à Brest, certains se sont particulièrement intéressés au domaine de la santé. Nous sommes allés à leur rencontre. Des lunettes GPS, des montres aptes à déclencher les secours, des auges à cochons qui sélectionnent les portions, des pressings autonomes, des pompes à bière sans serveur. Peu à peu, les objets connectés pénètrent notre quotidien. Des objets capables de capter, analyser et transmettre des instructions via Internet. Dans le monde, ils sont déjà plus de 15 milliards en circulation, une vraie manne pour les entreprises. Parmi les secteurs les plus porteurs, la santé. Quand tu te lèves, tu remontes un peu. Pas de mouvement de haut en bas. Non, là on monte. Réfléchir, créer, construire pour aider les personnes handicapées, c'est l'objectif de ce lieu collaboratif situé à Rennes. Le Human Lab, c'est son nom, regroupe des scientifiques ou simples bricoleurs qui mettent leur temps et leurs neurones au service des autres. Le marché de la santé connectée devrait peser dans 5 ans 400 milliards de dollars. Mais tous les acteurs ne poursuivent pas forcément un but lucratif. Appuie-tête électrique ou mains robotisées,
On fabrique ici du sur-mesure de manière bénévole. En fait, seul le matériau est payant. On s'aperçoit que l'offre commerciale est extrêmement chère, qu'il y a énormément de profits de réaliser sur des personnes qui sont accidentées ou malades. Et donc, forcément, ça fait réagir. Et donc, on est content, évidemment, de proposer des alternatives pour que ces personnes se sentent mieux et puissent bénéficier d'aides abordables. Aider les personnes amputées ou abîmées, c'est aussi l'un des buts de ce Brestois. Mais son dada à lui, c'est la 3D. Alors cette géode, elle permet de scanner en temps réel un corps humain ou un objet de la taille d'un corps humain et donc d'obtenir en un quart de seconde une prise de vue par 125 caméras afin d'avoir une reconstruction 3D précise du corps humain. Relié à un ordinateur et à une imprimante 3D, son système de caméra connectée permettra, entre autres, la construction rapide et précise de prothèses. Sa nouveauté réside en partie dans le matériel utilisé, économique et facile à transporter. Un atout pour la médecine humanitaire. On peut le monter et le démonter, un petit peu comme une cabine photomaton qu'on montrait et qu'on démontrait. On peut très bien donc l'implanter où on le souhaite, dans n'importe quelle zone. Après, avec l'ordinateur ou avec une tablette ou un smartphone, on déclenche les captures, on récupère les images et ensuite opérer les impressions 3D en Europe, puis renvoyer les prothèses. Ou avoir des imprimantes qui sont installées dans des grands centres en Afrique et directement produire les prothèses là-bas. Fabriquer un objet connecté utile, trouver la bonne idée, c'est aussi ce qui motive ces deux inventeurs. Mais aujourd'hui, on les appelle plutôt des makers. En bref, des gens qui partent du principe que n'importe qui peut innover et changer le monde. En fait, même si tu le plies en fait, dans l'autre sens, comme ça va se plier comme ça. Eux travaillent à Rennes sur une semelle pour un public âgé destinée à signaler les chutes. Sans se pliant. On répond vraiment à un problème de société, parce que la chute, c'est 2 milliards d'euros en coût pour la société. Donc on espère venir contribuer un peu à résoudre ce problème avec notre semelle. Donc en réduisant les chutes, en prévenant les chutes. Donc voilà, il y a vraiment un côté utile qui me plaît, moi, en tout cas. Moi, je suis ingénieur de formation, donc il y a toujours dans un coin de la tête le challenge technique de repousser l'état de l'art et de repousser ce qui existe. Et après aussi, moi, mon point de vue personnel, c'est de montrer qu'il est possible, avec les technologies, de résoudre des problèmes de manière beaucoup plus automatique, autonome et invisible. Invisible, intuitif et audacieux, voilà les qualités attendues d'un objet connecté. Le Little Bird semble bien les réunir, du moins une fois porté. Il est le premier sextoy féminin synchronisé à des livres érotiques numériques. J'ouvre ma bibliothèque, je choisis un livre, et puis certains passages du livre vont être floutés. Et le fait de le déflouter, en fait, pour accéder au texte, déclenche en fait la vibration qui est en accord avec l'intensité érotique de l'histoire. Voilà. Et donc par un jeu de comme ça, flouter, déflouter, le sextoy va se mettre en marche. Voilà. Et là, par exemple, c'est très très chaud. Là. Mais ce petit jouet, né à Brest, peut aussi s'activer via le téléphone portable d'un complice accompagné ou non de SMS. Ce qui intéressait Christelle, à la base, c'était le côté ludique et innovant de l'objet. Mais les difficultés rencontrées pour le financer et le fabriquer l'ont transformé en projet militant. Il a commencé à devenir militant avec les premiers problèmes et les premières réflexions où je me suis dit qu'en face, j'allais avoir souvent des problèmes avec l'ego masculin qui voyait d'un mauvais œil le côté sextoy connecté. En fait, je ne m'attendais pas à avoir autant de freins par rapport au sujet puisque je trouve que le concept est très très soft. Donc je ne pensais pas qu'il y aurait autant de blocages et je ne pensais pas avoir à être aussi militante pour revendiquer en fait, ce droit à la sexualité ou de pouvoir de parler de manière complètement décomplexée de sexualité. Et finalement, ça a donné aussi plus de valeur à l'entreprise et plus de sens. Donc c'est aussi intéressant. Au service de l'homme, de manière de plus en plus intelligente, les objets connectés vont peu à peu changer nos vies. Un progrès, sans doute, à condition de ne pas laisser un jour leur pouvoir de décision
empiéter sur le nôtre. Voilà donc ces acteurs qui construisent aussi cette Silicon Valley qui se dessine en Bretagne. Et nous avons le plaisir d'accueillir l'un de Nicolas Huchet. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez reçu il y a 2 ans le prix de l'innovateur social de l'année par le prestigieux MIT, le Massachusetts Institute of Technology. Et vous êtes à l'origine du projet My Human Kit. On parle beaucoup anglais dans cette émission. Votre idée, en fait, c'est de développer des prothèses bioniques à la portée de tout le monde, à la bourse de tout le monde. Des prothèses, des aides techniques, pour parler plus généralement, des aides techniques au handicap que les personnes concernées peuvent venir apprendre à fabriquer. Alors, tout a commencé par un drame personnel. Il y a 12 ans, voilà, 15 tout a ans, commencé, vous avez été victime d'un accident du travail, vous avez perdu votre main. Voilà, donc moi je suis passé du statut de normal à handicapé, parce qu'on est dans un monde où voilà, quand on est handicapé, on n'est plus comme les autres. Donc je l'ai subi comme ça, puis en plus c'est un handicap qui se voit. J'ai été appareillé d'une prothèse, donc, comme d'une prothèse auditive ou d'une paire de lunettes. Moi j'ai été appareillé d'une nouvelle main. Et ça ne vous convenait pas, cette prothèse-là? Et ça ne me convenait pas parce que ça tombe en panne, et puis je ne comprenais pas qu'au XXIe siècle, on ne fasse pas des mains aussi perfectionnées que celles qu'on voit dans les films. Donc j'avais pas les financements pour avoir les nouvelles prothèses qui, elles, coûtent beaucoup plus cher. Et puis il y a 5 ans, j'ai découvert les Fab Labs. Alors expliquez-nous un peu ce que sont les Fab Labs. En fait, un Fab Lab, c'est un atelier de fabrication public qui est ouvert à tout le monde, où se mélangent bricolage, artisanat et numérique. Donc on trouve toutes sortes de personnes, des artistes, des étudiants, des designers, des bénévoles, des retraités. Et en fait, ce qui m'a attiré dans ce lieu, c'était le fait que ce soit accessible. C'est-à-dire accessible qu'on m'accueille, sans diplôme, sans rien. J'avais même pas besoin de payer une adhésion. Et puis, on a essayé ensemble de fabriquer une prothèse avec une imprimante 3D. Et vous avez réussi? On a réussi en fait à partir de modèles qui étaient sur Internet. Donc nous, on n'a pas inventé quelque chose. On a utilisé des modèles qui étaient sur Internet, ce qu'on appelle libre d'utilisation, open source, pour fabriquer un prototype adapté à mon handicap. Donc là, concrètement, cette prothèse coûte combien? C'est un prototype, toujours, d'accord. On est aux alentours de 500 € au lieu de 20 000 €. C'est 20 000 € aujourd'hui le prix moyen. C'est 20 000 € une prothèse, mais aujourd'hui encore, je tiens à préciser que je ne la porte pas parce que l'avantage justement de notre vision des projets de My Human Kit, de notre association, c'est qu'en fait, le porteur de projet est la personne concernée. Donc c'est comme si demain, vous, utilisateur de montre, on vous donnait une montre et vous disiez en temps réel, non, elle est trop grosse, faites-la plus petite. Alors qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ça s'appelle le concept du do it yourself, c'est ça? Le do it yourself, oui, voilà, le do it yourself, en fait, c'est fais-le toi-même. C'est quand tu ne trouves pas ce qui t'intéresse, quand tu ne trouves pas les choses dont tu as besoin, tu les fabriques toi-même. Donc c'est tout un mouvement, le mouvement des makers, c'est réparer soi-même sa machine à laver ou son vélo, ça part de ça, jusqu'à fabriquer une imprimante 3D. Et donc moi j'ai découvert ce monde-là, et c'est comme ça que le handicap s'est mélangé à ce monde de makers, et qu'on a créé l'association, et qu'aujourd'hui l'association, comme vous avez pu voir dans le reportage, on fabrique des appuis-têtes rotatifs, on travaille sur tout type de handicap, que ce soit l'audition, la vue, les fauteuils roulants, fabriqués dans différentes matières. Et on est dans ce mélange justement donc d'artisanat et de high-tech pour trouver en fait des solutions alternatives qui soient ni trop chères ni trop fragiles. Mais votre démarche là, c'est un pavé dans la mare du marché, on va dire. Aujourd'hui, le marché des prothèses c'est 2 entreprises qui le gèrent, on va dire. Comment ils voient votre travail justement? C'est intéressant de voir comment aussi Pierre Jacobs voit ce travail. Moi, je crois moi, je connais l'expérience de Nicolas, et j'allais dire, je suis assez touché humainement et aussi impressionné par ce qui est fait. Ce que j'aimerais dire, c'est que c'est un atelier au cœur de Rennes qui crée cette prothèse, c'est pas un grand groupe. Mais il ne faut pas avoir peur de l'innovation. Effectivement, le moteur de l'innovation, parce que la technologie le permet, parce que tout le phénomène d'open source permet de trouver les ingrédients, j'allais dire, de fabrication. L'innovation n'est plus seulement la seule initiative des grandes institutions et des grandes entreprises. Tout le monde peut innover. Nous, notre rôle, c'est de faire émerger justement l'innovation, parce que moi, je n'ai pas la croyance que toute l'innovation dans le domaine des télécoms ou du numérique va être créée chez Orange. Même si, et je tiens à le dire, ces initiatives et ces méthodes de travail, on crée des lieux. J'étais il y a quelques heures à Lannion, on a créé un lieu qui s'appelle le Tilieu,
qui est interne chez Orange et on amène les gens à fabriquer des choses en 3D, bref, à être innovant avec des ingénieurs, des chercheurs d'Orange pourraient venir travailler dans Tout à fait, mais d'ailleurs on le fait. On a ouvert des Fab Labs où on a accompagné des mouvements de Fab Labs pour permettre à différentes compétences, comme le disait Nicolas, de se rencontrer. Donc je pense que c'est pas du tout une concurrence, c'est de la création et la rapidité de l'innovation, l'émulation et la rapidité de l'innovation qui est permise aujourd'hui, n'était pas permise jusqu'à présent. Et aujourd'hui, moi j'aimerais qu'il y ait beaucoup d'autres Nicolas, j'allais dire, mais dans plein de domaines différents, parce que aussi ce qui est important, on l'a vu, c'est que l'intérêt financier, l'entreprise est là pour gagner de l'argent et payer ses salariés, n'est pas l'intérêt premier des personnes qui innovent aujourd'hui. Vous êtes un philanthrope, vous, Nicolas ? Je sais pas. J'ai vu dans l'article, on vous citait comme un social entrepreneur. Oui, alors c'est l'entrepreneuriat social, c'est on va dire trouver une solution à une problématique. Voilà, une problématique sociétale. Donc ça peut être et avoir une utilité sociale. Voilà. Alors qu'une entreprise, le but c'est, en la faisant court, c'est de produire, de générer, de faire des profits. Voilà. Donc moi j'ai découvert ça, je ne savais pas que ça existait. Et c'est une manière en fait de travailler qui m'a plu, parce que c'est vrai que j'étais pas très intéressé en fait par le monde du travail. J'étais pas, d'avoir eu un accident, mais d'une manière générale, voilà, j'ai besoin de donner un sens à ma vie, à ce que je fais, de me sentir utile. Et puis c'est comme ça que ça m'a intéressé justement cette démarche entre l'entreprise, entre l'associatif, l'entraide et nous, en fait, alors, ça peut être vu comme un pas dans la mare. Évidemment, certains ont peur. Je vois, par exemple, les prothésistes, certains, ou les vendeurs de prothèses, peuvent se dire, c'est qui ils vont casser le métier. Ils nous veulent notre métier, etc. Ouais. Mais il y a une autre manière de voir les choses, voilà, c'est de se dire que le monde est un petit peu malade, en fait. On va le dire, il y a des choses qui ne vont pas, on a beaucoup d'inégalités. Et je pense qu'il est temps justement d'essayer de se mélanger, de créer des nouveaux modèles économiques, des nouvelles manières de travailler, des nouvelles manières de penser, de se confronter, d'arrêter de se dire que le patron, c'est le... Un démiurge qui va tout inventer, tout savoir, ça n'existe pas. Et puis d'un autre côté, de se dire que les ouvriers, c'est juste des bons à rien qui doivent réaliser une tâche. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est dur en fait, c'est à tout le monde de se remettre en question. Mais moi c'est ça qui me plaît dans ce projet, c'est d'être en lien avec des étudiants qui cherchent un stage, avec des demandeurs d'emploi ou des personnes handicapées qui ne trouvent pas de boulot, et avec des chefs d'entreprise qui ont envie aussi, qui sont ouverts à ça. Et donc j'espère qu'avec Orange, je sais que vous avez une fondation, moi j'espère qu'on pourra faire des choses ensemble. Alors, je le dis, c'est pour ça que ça nous permet déjà à nous de nous transformer. Je pense que les entreprises qui voient ça comme une concurrence à leur modèle économique risquent de disparaître à terme, parce qu'il faut aussi qu'on évolue dans nos modèles d'innovation, ça c'est important. Et puis aussi, oui, vous citiez la fondation, je pense qu'une entreprise comme Orange a certes l'utilité économique, comme toute entreprise, au cœur de son modèle, mais l'utilité sociale, l'utilité écologique, l'utilité citoyenne de ces démarches-là, on veut être vraiment moteur, ça fait partie aussi de notre place dans l'écosystème. C'est pour ça que toutes ces initiatives, moi je souhaite qu'on soit un acteur qui permet d'accompagner, d'accélérer, de faire connaître, d'inviter aussi, puisque Nicolas était venu voir un certain nombre de cadres d'Orange pour présenter sa démarche, que ça interpelle aussi et que ça modifie les consciences. Voilà. Un mot, Nicolas, sur votre projet, vous voulez développer cette idée-là aussi au niveau international, hein. Les Human Labs, vous voulez les essaimer un peu partout sur la planète. Ouais, l'idée c'est que ça fasse des petits, qu'on ne soit pas une corporation énorme et d'accompagner ensuite d'autres villes, que ce soit un village ou une grande ville. Concrètement, vous avez des projets là qui se... Alors oui, il y a un projet concret qui va se faire en février 2018 dans le cadre de l'année franco-indienne. Ça va se passer à Bombay, en Inde, et on va organiser ce qu'on appelle nous un fabricarium. C'est un atelier de fabrication où on mélange toutes sortes de compétences pour travailler sur des projets handicap. Et ce sera en février 2018. On cherche encore des sponsors pour réaliser ce projet, donc Orange peut-être, qui est franco-indien. Voilà. Profitez-en. Et donc, mais sinon en local, je peux, si j'ai une annonce à vous faire, c'est qu'on recherche pour le mois de décembre des personnes en situation de handicap qui sont BOE, c'est-à-dire bénéficiaires dans l'obligation d'emploi, parce qu'on leur propose avec l'AGFIP, un de nos partenaires, une formation gratuite au métier du numérique, donc à l'impression 3D et au code. L'appel est lancé. Voilà, l'appel est lancé. Si vous êtes concerné, contactez-nous ou contactez votre Cap Emploi local.
à ben, Brest. on relaiera l'information. Merci Merci. beaucoup, Nicolas Huchet, d'être venu nous parler de votre projet My Human Kit. En matière d'innovation, on le voit, il y a des Bretons bienfaiteurs. Il y a aussi des Bretons, on va dire, protecteurs. Ils œuvrent dans un domaine où la Bretagne tire plutôt bien son épingle du jeu, c'est le domaine de la cybersécurité. On va le voir là avec ces chercheurs, hein, ces entreprises, sa filière d'enseignement. Notre région a même été désignée pôle d'excellence. Et la cybersécurité est aujourd'hui un enjeu majeur hein, dans notre environnement économique. Un chiffre, 8 PME sur 10 ont déjà été victimes d'une cyberattaque. Et vous allez le voir, la cybersécurité, c'est une filière à part entière. Dans le petit monde de la sécurité informatique, Julien est un hacker blanc. C'est plus large. Voilà. Qui va nous permettre à des études... C'est un pirate informatique, mais un gentil. Son dada, c'est de décortiquer le fonctionnement des objets connectés pour trouver leurs failles de sécurité. Ici, il parvient à déverrouiller à distance une serrure électronique et pour y parvenir, il a passé des heures à observer des fréquences radio et à coder sur son ordinateur. C'est avant tout, je dirais, un défi, puisque de se retrouver face à une solution, à une vulnérabilité, de savoir comment l'exploiter ou comment la corriger, en soi, c'est gratifiant. Et surtout, quand on le met en œuvre auprès d'un client, qu'on lui permet d'éviter des problématiques de sécurité, ça valide un peu tout ce travail. Le centre de cybersécurité d'Orange compte plus de 200 experts qui planchent sur les problèmes de sécurité à l'heure d'Internet, virus à neutraliser, communication mobile à chiffrer et réseau d'entreprises à protéger. Internet est devenu le nouvel Eldorado des criminels en tout genre. Yahoo s'est fait voler 200 millions de comptes. Ces 200 millions de comptes ont déjà été revendus sur ce qu'on appelle le dark web, c'est-à-dire les places de marché où on revend ce qu'on a volé au sein des entreprises. Ça se vend entre 1 $ et 5 $. Imaginez, juste par un vol de fichier, ce qu'a gagné le pirate qui a piqué les 200 millions de comptes chez Yahoo. Aujourd'hui, en France, la cybercriminalité rapporte plus d'argent que le trafic de drogue. Orange renforce donc ses effectifs. 100 nouveaux experts en cybersécurité seront recrutés en 2017. Alors, Orange travaille sur la cybersécurité. Vos concurrents également. On va citer Nokia, qui travaille aussi en Bretagne. Plusieurs grands opérateurs travaillent là-dessus. On va être sur le terre-à-terre, le quotidien. Là, c'est un vrai marché là, pour vous, là. Moi, je ne le vois pas comme ça. Non ? Je vais expliquer pourquoi. Le vrai marché, pour nous, est le marché des entreprises que nous accompagnons avec des outils numériques et que nous accompagnons dans leur transformation numérique. La cybersécurité, c'est-à-dire la sécurité de leurs données, c'est-à-dire finalement de leur économie, de leur business plan, passe par un accompagnement par Orange, de l'accompagnement de la sécurité de tous ces outils-là. Donc, ce n'est pas un marché porteur, c'est une exigence. C'est-à-dire que si on n'a pas la capacité d'accompagner nos clients sur la protection de leurs données et la protection de leur économie, ces entreprises risquent de disparaître. En tout cas, vous êtes en demande de formation et de recruter des nouveaux salariés. Alors, ce qu'on a décidé de faire, en revanche... On va regarder un petit graphique pour montrer l'évolution. Ça explose. Pour ceux qui cherchent un emploi, c'est une vraie filière. Très clairement. D'ailleurs, je pense, parce qu'il est important de le dire, que c'est quelque chose qui est très créateur d'emplois. On a annoncé il y a quelques jours par l'intermédiaire de notre président Stéphane Richard, là à Paris, qu'on allait créer au niveau national près de 1000 postes sur la cybersécurité. C'est-à-dire que oui, on embauche, mais aussi, et c'est important parce qu'on le réalise en Bretagne, à Vannes, à Lannion, à Rennes, on a aussi des formations, des ingénieurs et des formations de techniciens supérieurs qui permettent d'avoir les bonnes ressources et les bonnes compétences. Et le profil, mais ce métier est très porteur. Ça va de l'ingénieur à... De techniciens, de techniciens supérieurs, de licences professionnelles, jusqu'à des ingénieurs. Ça, c'est important. Et on a un rôle dans ce pôle qui est en train de se créer avec d'autres entreprises. Vous citiez Nokia, avec l'État aussi et les collectivités qui sont partie prenante, et qui va créer, je pense, un vrai pôle national en Bretagne et donc un gisement de création d'emplois pour la Bretagne. Allez, on va tout de suite accueillir celui qui s'occupe justement à Orange de la cyberdéfense. Il s'agit d'Éric Dupuis, c'est notre troisième invité. Merci Éric Dupuis de répondre à notre invitation. Est-ce que la cybersécurité, c'est une priorité aujourd'hui pour les entreprises ? Je n'ai pas l'impression. On peut dire que c'est une priorité, mais ils n'en ont pas totalement conscience. Conscience, c'est une histoire de conscience du risque. Et tant qu'ils n'ont pas été confrontés à la réalité d'une attaque, à la réalité de l'impact de cette attaque chez eux, on peut dire qu'ils n'ont pas le sentiment d'insécurité, le sentiment
d'insécurité globale liée aux technologies de l'information. Alors, Pierre Jacob disait que vous accompagnez des entreprises. Justement, quels sont les services que vous proposez aux entreprises pour un peu les préserver des cyberattaques, on va dire, des cyberpirates? Je pense que le premier service qu'on leur apporte, c'est déjà d'avoir une vision de leur écosystème numérique. Parce qu'on parle beaucoup d'informatique dans notre entreprise, mais souvent, on entendait parler des réseaux sociaux, de dynamique de start-up. Souvent, les entreprises se basent sur une informatique, on va dire, qui est dans le cloud. On appelle ça le nuage dans lequel on pose ses applications, etc. Donc, on ne sait pas exactement où sont les données, on ne sait pas exactement quels sont les services. Donc, on vient déjà faire une première cartographie. Quand on a défini cette cartographie, on va leur apporter des éléments de réponse à ces risques, qui peuvent être des outils très techniques, comme de la formation, de la sensibilisation, et peut-être souvent Alors, de vous parlez de l'organisation. sensibilisation, justement. L'APEC Bretagne a réalisé il y a quelques mois une enquête qui montrait que les informaticiens ont conscience que les entreprises sont mal protégées. Par contre, les chefs d'entreprise, eux, ils pensent que leur entreprise est relativement tranquille là-dessus. C'est un petit peu l'histoire de sentiment d'insécurité. C'est-à-dire que pour l'instant, les chefs d'entreprise qui n'ont pas subi une véritable attaque n'ont pas conscience de ce risque. Alors que l'informaticien qui est au cœur, on va dire, au contact de ces menaces, connaissance aussi de ce qu'on appelle le dark web, d'où viennent un petit peu ces attaques, cette conscience-là et cette vision du risque. Alors les formes des cyberattaques aujourd'hui, de cette cybercriminalité. Alors on parle beaucoup aujourd'hui d'un phénomène, les ransomware, c'est ça? C'est des rançons qui sont demandés aux chefs d'entreprise. Vous pouvez nous expliquer un peu? Alors pas que aux chefs d'entreprise d'ailleurs, Aux particuliers au aussi. public, aux particuliers, tout à fait aux particuliers. C'est un truc relativement simple. C'est ça, on envoie un mail, on reçoit un mail avec des liens malveillants, avec un logiciel malveillant qui va se lancer en fonction de la mauvaise configuration de l'ordinateur, ou à la limite un ordinateur un peu ancien ou un logiciel un peu ancien, et qui va exploiter un petit peu la puissance de l'ordinateur pour aller verrouiller les données, par exemple, et à partir de ces données verrouillées, va permettre de demander une rançon au possesseur de ces informations en lui disant si vous voulez la clé pour déverrouiller, il faut me payer 100, 150 euros, 1000 euros en fonction Oui, de justement, l'entreprise. ça peut coûter très cher aux entreprises? Ça coûte très cher quand globalement la mécanique qui est relativement bien rodée du côté des cybercriminels, puisque l'objectif c'est quand même que celui qui s'est fait attaquer paye. Mais de temps en temps, ça ne marche pas totalement, la mécanique. Et des entreprises ne peuvent pas récupérer leurs données. Ça peut faire disparaître une entreprise, et une attaque. Je pense que c'est important de se dire que finalement, la conscience arrive lorsqu'il y a un incident aujourd'hui, parce que ça paraît immatériel, en fait, le risque. On n'a pas un coffre-fort visible, matériel. C'est des données numériques qui sont diffusées. Donc pour que l'entrepreneur, le chef d'entreprise en ait conscience, souvent, c'est une attaque qui lui donne cette conscience-là. Alors une attaque souvent mineure, mais une attaque majeure peut avoir des conséquences graves pour une entreprise, mais aussi penser à ce qui peut arriver. Ça peut avoir des conséquences graves pour des services publics, ça peut empêcher un hôpital de fonctionner, pour l'armée notamment, une ville, aussi, on sait que l'armée aussi, cyberdéfense bien est entendu. en jeu, Donc ça peut avoir des conséquences citoyennes, vitales, très très importantes. Et on a un rôle d'éveilleur de conscience pour accompagner ces entreprises et leur permettre de se protéger au maximum, même si on est dans un marché, on va dire, dynamique et inventif, et qu'on a besoin d'inventer aussi des protections tous les jours. Qui sont les cyberpirates aujourd'hui? Qui se cache derrière ces cyberattaques? Alors ça, c'est toujours la grande question qui est posée. Derrière ces cyberattaques, on va dire que c'est la délinquance classique. C'est la cyberdélinquance, c'est la cybercriminalité classique qui s'est digitalisée. On va dire que... Donc c'est un petit génie de l'informatique qui s'amuse à... Aujourd'hui, on trouve, il y a des vrais réseaux, on trouve un petit peu de tout. C'est-à-dire que l'informatique et la digitalisation du crime fait qu'il ne faut pas être spécialement un grand hacker pour pouvoir conduire des attaques de ce type-là. Donc on a une sorte d'écosystème du crime avec des sociétés un peu noires qui fabriquent du logiciel, des codes malveillants, et tout ça, ça se vend dans un écosystème. Tout se vend, tout s'achète, c'est un peu le modèle aussi. Alors ça ne concerne pas seulement les entreprises, ça concerne aussi nous, vous, le grand public. On va regarder des chiffres, là où on aura 13 millions de personnes touchées par un acte de malveillance sur le web en France. 35% des ordinateurs ne sont pas protégés. Voilà, il y a une hygiène numérique à entretenir. Ça, c'est très important. Et c'est pour ça que je me permets, pour compléter ce que dit Eric, que la confiance numérique, c'est notre objectif, restaurer la confiance numérique. Et ce n'est pas seulement à destination des entreprises, des cadres, des salariés, mais c'est aussi à destination des citoyens. Et cette confiance, elle est en plus de ça. On sait qu'il y a une porosité aujourd'hui, son email, son smartphone, entre l'outil de travail, son outil personnel. Il y a beaucoup de porosité. On doit aussi faire prendre conscience de cette valeur pour le grand public. Et puis, ce que je dirais peut-être une petite différence, c'est qu'on peut
assez facilement expliquer le danger de perte financière pour une entreprise. Pour le grand public, on va toucher des éléments qui peuvent avoir qu'une valeur affective, des photos, personnelles, donc qui n'en ont pas pour l'attaquant, mais qui en ont beaucoup pour la personne. Et donc, on est là aussi pour préserver le patrimoine personnel de nos clients. Eric Dupuis, des petits conseils justement pour nous tous qui utilisons l'ordinateur tous les jours, les mots de passe, pas de clé USB, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi l'hygiène numérique aujourd'hui? Il y a des basiques, des basiques en hygiène numérique. Déjà, le premier basique, c'est d'éviter de cliquer sur les liens quand on ne connaît pas, si on a un moindre doute. On ne touche surtout pas à des liens, on ne lance pas des programmes que l'on ne connaît pas. Donc c'est le premier élément de base. Deuxième élément de base, c'est simplement de sauvegarder ces données régulièrement et de les mettre de côté, c'est-à-dire déconnectés d'un réseau, puisque les fameux ransomware essayent d'exploiter tous les ordinateurs connectés à l'ordinateur qui a été attaqué pour essayer de tout chiffrer, tout bloquer. Donc le mieux, c'est de sauvegarder ces données régulièrement et de les mettre de côté. C'est vraiment des éléments d'hygiène de base qui permettent... Éviter les clés USB qui transportent souvent des virus ou des... C'est toujours ce qu'on appelle des objets sensibles. Toute connexion USB, ne serait-ce que connecter son téléphone portable pour le recharger dans un hôtel, dans une gare, etc. On ne sait jamais trop ce qui se passe derrière la connectique USB. Donc faire attention où on connecte ces appareils et donc ces clés USB aussi. Et là-dessus, vous travaillez sur les innovations. On parle beaucoup de la fin du mot de passe. On sera bientôt sur la reconnaissance faciale par rapport à l'ordinateur, reconnaissance auditive, comportementale. Orange travaille bien là-dessus? Directement, nos laboratoires et puis... Et je tiens à le dire aussi, nos chercheurs à Rennes travaillent sur la reconnaissance faciale, effectivement, comportementale, c'est-à-dire que, grosso modo, pour être très clair, personne ne pourra allumer un smartphone ou accéder à des données si ce n'est pas clairement la personne qui en est propriétaire et qui est déclarée, qui essaye d'ouvrir ou d'accéder à telle ou telle donnée. Et ça, c'est pas de la science-fiction, je tiens à le dire, ça existe, ça marche aujourd'hui, et dans les prochaines années, ce sera commercialisé au grand public. Au grand public, tout à fait. Merci beaucoup, Eric Dupuis. Pierre Jacob, vous restez avec nous. On arrive à la dernière partie de l'émission. On va tenter de se projeter dans l'avenir encore, faire un peu d'anticipation. Mais avant cela, justement, on va plonger dans nos archives avec la séquence C'était il y a, séquence nostalgie ce mois-ci. On va remonter le temps avec le Minitel. C'était il y a 37 ans. Voilà, le Minitel, formidable aventure technologique, formidable histoire aussi pour la Bretagne. C'est parti des labos de Rennes. Tout à fait. C'est une énorme histoire, une énorme fierté pour l'entreprise. Et puis j'allais dire aussi à titre personnel, quand même rappeler qu'avant l'Internet, il y avait de l'informatique personnelle, grand public, qui s'est déployée dans les années 80, mais cette informatique n'était pas connectée. Et moi, je me souviens d'un petit souvenir, c'est quand je recevais dans les années 80 mon correspondant allemand qui m'avait montré son ordinateur non connecté, mais moi, je lui montrais le Minitel avec des services, il était tout à fait impressionné. Mais justement, est-ce qu'on n'a pas raté le coche? Est-ce qu'on a trop misé sur le Minitel et on a oublié Internet, puisque ce n'est pas la France qui a développé Internet? Alors, je ne sais pas si on a raté le coche. Ce qui est sûr, c'est que ça nous a appris à créer des services, mais on avait effectivement un matériel propriétaire qu'on n'a pas su vendre, internationaliser. La France n'a pas réussi à vendre son modèle. J'allais dire, c'est pas grave. Moi, je vis pas dans la nostalgie, mais dans le futur. Mais on a appris beaucoup. Au-delà de la fierté, on a appris à transmettre des données sur notre réseau QIV Télécom. On a appris à créer des services. Il y en avait beaucoup sur le Minitel, même des services un peu tendancieux. Je pense à votre reportage tout à l'heure. Et donc, ça nous a servi en tant qu'expérience. C'est pas celui qui s'est imposé comme standard mondial. Alors, question piège. Le Minitel, c'était il y a 37 ans. Dans 37 ans, qu'est-ce qu'il y aura dans nos maisons?
Alors dans 37 ans. Vous travaillez déjà, vous anticipez déjà sur les prochaines décennies? Moi personnellement, je ne travaillerai plus dans 37 ans. Mais, ou peut-être que si, parce que j'en aurai encore envie. Mais dans 37 ans, bien sûr qu'on travaille sur ce futur. Alors, il y a beaucoup de choses qui changeront. Dans 37 ans, l'intelligence artificielle, les robots auront pris la place dans la maison. Les objets connectés, les services. Aujourd'hui, il y a 5 à 6 objets connectés par foyer. En 2020, il y en aura une quinzaine. On peut penser qu'il y en aura une centaine dans une vingtaine d'années. Donc ça veut dire que tous les objets de la maison du quotidien qui ne sont pas connectés aujourd'hui, sinon à une prise électrique, seront tous connectés au réseau demain. Donc on aura une place très importante et puis on aura, ce qui est essentiel, je pense qu'on aura toujours un garage, toujours une place pour sa voiture, mais que cette voiture, elle sera autonome. C'est-à-dire qu'il faudra inventer les services dans sa voiture demain, sinon on s'ennuiera, parce que sa voiture nous conduira tout seul d'un point A à un point B. Alors justement, pour conclure, peut-être sur une question un peu plus philosophique, quelquefois le futur fait peur. Je ne sais pas si vous avez lu le dernier livre de l'universitaire Yuval Noah Harari, Homo Deus, une brève histoire de l'avenir, qui est déjà un best-seller. Voilà, il se projette un peu dans l'avenir où voilà, on aura presque un surhomme grâce à l'avancée des biotechnologies, l'homme augmenté, qui pourrait être aussi dépassé par l'intelligence artificielle. Est-ce que vous avez un peu réfléchi à ça aussi? Un groupe comme Orange, est-ce qu'ils on réfléchit un peu à ça, ouais. mais on a des chercheurs, c'est-à-dire qu'on réfléchit à la question et après on voit quelle réponse on peut y apporter. Moi, ce que je pense, et je crois que c'est à l'image de tout ce qu'on a montré aujourd'hui, c'est que le progrès technologique, il peut vraiment être au service du progrès humain et citoyen. Mais pour ça, il faut des garde-fous, parce qu'il y a des questions d'éthique qui vont se poser, et puis il y a quelque part, c'est vrai, aujourd'hui, on a l'impression de maîtriser la machine, qu'on programme une machine qui va nous rendre bien des services ou qui va nous faciliter la vie. Il faut faire attention au risque de ne pas se faire dépasser par la machine et de ne pas être possédé, dicté par la machine. Ça, c'est un vrai enjeu des 30 prochaines années. Mais je crois que beaucoup de choses vont évoluer, la réglementation, la législation, les technologies, les entreprises, leur éthique. Et je pense qu'on peut avoir un progrès technologique qui nous permette de vivre mieux, plus facilement, durablement et profiter de la vie et de son aspect ludique encore plus qu'aujourd'hui. Et comme le disait si bien Rabelais, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Eh bien, c'est toujours vrai quelques siècles plus tard. Voilà. Merci beaucoup Pierre Jacob, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, d'avoir participé à cette émission. Émission que vous pouvez revoir vendredi matin à 8h50 ou en replay sur notre site bretagne.france3.fr. Vous cliquez sur la rubrique émission. Génération Bretagne est aussi présent, je vous le rappelle, sur nos réseaux sociaux. Le mois prochain, nous nous intéresserons au quotidien des étudiants bretons. Restez avec nous, les programmes se poursuivent sur France 3. Merci pour votre fidélité.